Mais tarde, posso começar? Sim, vamos. Eu peço desculpas se essa é uma pergunta que talvez vocês já tenham recebido muitas vezes, mas O Conde de Monte Cristo é um romance que foi adaptado um sem número de vezes para os cinemas, até mesmo para a televisão. Então me pergunto, quais são os desejos e o que foi procurado assim, em termos de diferencial para apresentar essa versão pública. Eu sei que, inclusive, este filme conta com pessoas que estiveram envolvidas com recentes readaptações de Os Três Mosqueteiros, e lá a gente vê até uma proposta diferente do que era apresentado até então. Então, gostaria que vocês definissem com com o Conde de Monte Cristo o que talvez seja o grande diferencial dentro de tudo que as gerações passadas já assistiram. Donc, je suis désolée si je répète la question que vous avez déjà entendue plusieurs fois. Pas de problème. Mais on sait très bien que le conte de Monte Cristo, il a déjà été tourné maintes fois, soit au cinéma, à la télé, théâtre, etc. Donc, qu'est-ce que vous aviez comme souhait de différentiel par rapport à ce qui avait déjà été tourné? On sait que vous avez aussi travaillé dans le Trois Mousquetaires et donc c'est quoi pour vous la différence par rapport à tout ce que vous avez déjà vu concernant ces romans? Alors, effectivement, c'est un roman qui a été beaucoup adapté parce que c'est un roman absolument extraordinaire avec une histoire géniale, des personnages géniaux. Et moi, j'avoue, j'aime bien voir différentes versions, différentes adaptations du même livre, comme je peux aimer aller au théâtre, voir Molière et Shakespeare sur des pièces que j'ai déjà vues. Donc on avait très envie avec Alexandre de réadapter Monte Cristo parce qu'il nous semblait que par rapport aux versions qu'on avait vues, il y avait toujours une façon de prendre le livre qui nous paraissait, on avait envie de vivre l'histoire à travers le point de vue de Monte Cristo, à travers le point de vue d'Edmond Dantès. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de garder les mêmes acteurs pour la première et la deuxième partie, pour vraiment avoir l'impression de vivre avec eux et de suivre ce personnage. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'idée de faire des masques pour que dans la deuxième partie du film, on retrouve tout le temps le personnage d'Edmond Dantès sous Monte Cristo. Parce qu'au fond, c'est une histoire de schizophrénie d'un homme qui devient un autre pour se venger et petit à petit, son autre le mange. Et on trouvait que la meilleure façon de le montrer, c'était justement de continuer à faire vivre l'un sous l'autre, l'un avec l'autre. Alors, dans la plupart des adaptations, soit c'est pas le même acteur qui fait la première et la deuxième partie, soit dans la façon dont le livre est raconté, on prend un point de vue qui est un peu celui de Dieu, et nous on avait envie d'être à hauteur d'homme, à hauteur de Edmond Dantès. A gente sabe que esse livro já foi bastante adaptado, porque a história é genial. Mas eu gosto de ver diferentes versões e diferentes adaptações. Por exemplo, quando eu vou ao teatro, quando eu vejo no cinema adaptações de Shakespeare, de Molière, para mim é a mesma experiência de entender como eles enxergam essas mesmas histórias de formas diferentes, né? E em relação ao Conde de Monte Cristo, era essa ideia de ter uma visão diferente a respeito da história. Por exemplo, viver essa história contada no livro do ponto de vista do personagem, através do olhar do personagem, né? Então, por isso que houve a escolha de serem sempre os mesmos atores fazendo os dois momentos diferentes, que em muitas montagens, às vezes, mudam-se os atores, ou existe uma espécie de olhar que está acima da história, né, como se fosse um deus um pouco olhando para essa história, e aqui não, a gente decidiu fazer isso do ponto de vista do próprio personagem, para entender essa relação quase esquizofrênica que ele tem quando ele se transforma no Conde de Monte Cristo, como é que se dá essa relação do antes e o depois, e para estar à altura do homem, não alguém contando essa história de fora. O Patrick, eu acredito que o Conde Danglars, acredito que essa pronúncia, perdão. Sim, tá boa. Perfeito. Sempre defendo que talvez ele seja um desses personagens históricos que talvez o ator já encarne com certa desvantagem, porque o público sempre vai ter ódio enorme por esse personagem.
Eu quero saber, né, da sua parte como foi vivê-lo, se você procurou, de certa forma, alguns recursos para não torná-lo tão maniqueísta, ou se na verdade você quis mesmo que ele fosse exibido como o Crápula, que talvez seja, enfim. Quand j'ai lu le livre quand j'étais adolescent, je détestais ce personnage de Danglars. Absolument, je le détestais. Mais quand ils m'ont appelé pour me proposer le rôle, je l'ai tout de suite aimé. Parce que je savais que, en lisant après leur scénario, surtout leur adaptation, qui était vraiment, et je trouve que le personnage était très gâté dans leur adaptation. Et je ne sais pas s'ils ont pensé à moi tout de suite pour le faire, mais en tout cas, je sais qu'il y avait des choses que moi j'allais apporter qui feraient que le public ne le détesterait pas autant, qu'ils adoreraient le détester. C'est ça que je voulais, la différence, parce qu'il est assez truculent, c'est assez jouissif à jouer ce personnage de Danglars. Et le public peut s'identifier aussi souvent parce que c'est un personnage, pour moi, qui est quelqu'un qui arrive à quelque chose, qui a un rêve de puissance, qui a un rêve de richesse et qui y arrive. Et tout le monde peut s'identifier à ça. Et puis il est victime lui aussi d'une injustice au début du film puisque Dantès lui prend sa place. Donc quelque part, au fond des gens, on a tous du bien, du mal, yin et yang. Et le Danglars, c'est finalement, il est assez populaire comme méchant dans le film. Peut-être les gens s'identifient aussi quelque part à lui comme un miroir un peu négatif. Et ils l'aiment pour ça aussi peut-être. Je sais pas. Quando eu li o livro na adolescência, eu odiei esse personagem. E quando eu li o roteiro e fui convidado para fazer esse papel, eu passei a amá-lo. Né? Porque eu entendi, lendo o roteiro, essa adaptação que eles propuseram. Não sei se eles pensaram em mim logo de cara, mas foi interessante ver a forma como eles enxergaram esse personagem. Né? E eu pensei em construí-lo de um modo que o público adorasse odiá-lo. Que não ficasse essa coisa tão maniqueísta, assim. Ele é truculento, então existe uma certa identificação do público com a figura dele, porque a gente tem também esse sonho de riqueza e de poder que está presente nessa figura e que vive uma certa injustiça também, né, no final, quando o lugar... Início. No início, desculpe, quando o lugar, exatamente, no início, quando o lugar dele é tomado, e porque toda figura tem, de alguma forma, essa dualidade entre o bem e o mal, né, o yin e o yang, então o público consegue olhar para ele como uma espécie de espelho negativo também, mas não que ele seja 100% uma coisa ou outra. Sim. Matheus, gosto sempre de conversar, claro, sobre o lado artístico, né, do cinema, mas algo me chamou muita atenção no Conde de Monte Cristo, essa versão, porque, enfim, fizeram números muito impressionantes, né, na França. Eu vi que são 8 milhões de espectadores foram assistir o filme aos cinemas, e eu quero saber, assim, qual é a sensação, né, de ter um sucesso como esse, e se a França, assim como o Brasil, passou ou ainda passa por um impasse no sentido de fazer com que os próprios franceses assistam às suas produções, assim como a gente está nessa crise, né, de brasileiros não irem aos cinemas de filmes brasileiros. E a importância, né, de ter esse sucesso agora, no momento pós-pandemia. J'aime beaucoup parler du côté artistique, de toutes les productions, du cinéma, etc. Mais c'est vrai que c'est important dans votre cas de parler des chiffres, parce que c'était des chiffres étonnants. 8 millions de... 9 maintenant 9 millions actuellement, il faut actualiser, 9 millions. 9 millions de spectateurs, donc quelle est cette sensation d'avoir autant de succès? Et j'aimerais aussi savoir si... en France, se passe la même chose qu'au Brésil, par exemple. Les gens ont du mal à aller au cinéma voir des productions françaises, qui est un problème que nous, on trouve ici. Alors, le cinéma français en France marche quand même pas mal. Ce n'est pas, il a souffert ces dernières années, c'est-à-dire que ce qui se passe, mais ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a le cinéma américain et les comédies françaises. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est le cinéma, ce qu'on appelle avant le cinéma du milieu, c'est-à-dire du cinéma d'auteur, le grand public qui coûte cher.
Je vois l'affiche là dans le festival Varilux de Plein Soleil. Ce sont des films aujourd'hui qu'on ne voit plus trop. On ne voit plus trop ce cinéma. Et c'est le vrai aussi dans le cinéma américain. Il y a beaucoup moins de cinéma indépendant aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je prendrais un exemple comme les frères Cohen, des cinéastes qui aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux frères Cohen. Donc je pense que la crise du cinéma aujourd'hui, c'est presque une crise mondiale. Les machines Marvel écrasent tellement tout et c'est dur aujourd'hui. Le cinéma coûte cher à fabriquer et donc les producteurs ont tendance à faire des petits films pour pouvoir gagner de l'argent mais ont du mal à prendre des risques. Et donc nous on a eu la chance d'avoir des producteurs qui nous ont accompagnés sur Monte Cristo, qui a un très gros budget, puisque le film fait 40 millions d'euros, c'est le film français le plus cher de l'année. Et donc le succès est arrivé comme un soulagement, parce que nous on avait dit à nos producteurs qu'il fallait avoir confiance, que c'est ce cinéma-là que les gens ont envie de voir, que les gens ils ont envie de grands sentiments, ils ont envie d'un grand cinéma, ils ont envie de voir les films que nous on voyait quand on était jeunes et qui n'existent plus, et que si on le remettait en salle, les jeunes allaient revenir. On leur disait il faut croire en ça, il faut croire en le romanesque, il faut croire dans l'épique, et que si jamais on le fait, ça va marcher. Mais c'est toujours un pari. Et ce qui est très heureux aujourd'hui, c'est qu'avec 9 millions d'entrées, le film est aujourd'hui le plus grand succès de l'histoire de France, hors comédie. Parce qu'il y a des comédies qui ont fait plus, comme Intouchable et tout ça. Mais avec 9 millions d'entrées, on a fait plus qu'Amélie Poulain, plus que... Donc c'est un très très grand succès dans l'histoire de France. Et donc nous, on est très heureux de le vivre parce que, au fond, ça a validé les choix de production qui avaient été pris il y a 3 ans. O cinema na França, ele funciona bem, na verdade, mas acontece a mesma coisa que acontece nos outros países, né? Tem essa coisa do grande cinema americano, das grandes produções, e o que eles chamam da comédie française, né? Que são os filmes dos diretores mesmo e tal. E o que a gente vê num festival como esse, por exemplo, no cartaz ali, dá pra ver que são os filmes que não se vê mais tanto assim nos cinemas atualmente, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, os filmes independentes, eles estão cada vez menores, né? Ele falou dos irmãos Coen, que ninguém substituiu por enquanto, né? Então, é uma crise que passa pela França, mas que passa sobretudo pelo cinema mundial, não é nada específico da França, porque tem aí a Marvel que chega e que esmaga tudo com as suas grandes produções, e porque os filmes de diretores, esses mais alternativos, que a gente pode chamar assim, né, eles não conseguem se arriscar tanto. E eles tiveram a sorte de contar com uma produção que investiu 40 milhões de euros dentro desse filme, contando que teria esse sucesso. Então, conseguir conquistar o sucesso que ele teve agora foi uma espécie de alívio, de confirmar que esse investimento realmente valia a pena, que as pessoas querem, como nós, ver bons filmes, ver os filmes que nós víamos quando a gente era adolescente, que a gente não consegue mais ver com tanta facilidade atualmente. Então a gente conseguiu convencer os produtores de que precisa fazer essa aposta, de acreditar nesse épico, né, nessa narrativa, de contar uma história de verdade, e o resultado de 9 milhões de espectadores confirma isso, né? É o maior sucesso da história do filme da França, tirando a comédia, né? Os Intocáveis, por exemplo, que daí é um outro gênero, mas já teve mais público que a Amélie Poulain, por exemplo. Então, isso valida, de certa forma, essa escolha que foi feita pela produção de apostar e investir nesse filme. E para me despedir, eu quero direcionar ao Patrick uma questão a respeito de direção. Eu vi que você tem projetos como diretor, inclusive acho que o mais recente deles, infelizmente não tive acesso, mas tem um histórico aqui com o país, né, o Going to Brazil. Então, quero que você me conte se pretende em breve voltar para trás das câmeras, você pode falar um pouco desse filme em específico. Eu adorei tourner ici. J'ai adoré travailler avec des acteurs brésiliens.
Susana Pires, Chico Diaz, c'était des acteurs incroyables. Même les tout petits rôles, ils étaient tous incroyables. J'adorerais refaire un film au Brésil, mais j'ai d'abord un film à faire au Portugal, parce que je suis d'abord portugais, et que j'ai pas fait mon film portugais, et j'aimerais bien faire mon film portugais. Et puis le Brésil, j'adore le Brésil, j'aimerais beaucoup, mais j'ai fait le film que je vais faire pour le Brésil. Malheureusement, il n'est pas sorti au Brésil, voilà. Mais parce que je pense que c'est toujours difficile de parler d'un pays quand on n'est pas soi-même du pays. Et comme ce film-là, je m'étais permis de donner une vision qui était la mienne, qui était celle que c'est pour oublier que c'était une comédie aussi, c'était parodique. Peut-être que ça a été mal compris de ce niveau-là, peut-être pour ça que je n'ai pas été distribué ici. C'est dommage, parce que je sais que des amis brésiliens qui ont vu le film aiment beaucoup le film. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais ils avaient... Voilà. Eu gostei muito de filmar aqui no Brasil, gostei muito de trabalhar com os atores brasileiros, por exemplo, a Susana Pires e o Chico Dias, né? Mas se pensar numa nova produção, por exemplo, eu preciso primeiro ir para Portugal, que o Portugal é o meu país antes, né, de língua portuguesa, antes do Brasil. Mas eu gostei muito do que eu fiz aqui. Foi um filme que infelizmente não foi lançado no Brasil, talvez porque seja difícil falar de um país quando a gente não pertence a ele, então pode ser que meu filme tenha sido mal entendido, porque eu fiz uma paródia, e eu acho que por isso ele não foi lançado aqui, mas muitos dos meus amigos brasileiros que assistiram ao filme gostaram muito dele, então fica como um projeto futuro. So, thank you. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Merci.